On devrait bien s'y attendre. Suite à ma nomination au poste de ministre, la direction générale était vacante et devrait être comblée au plus vite. À ce poste, ô combien important, notre souhait était que le choix du président devait se porter sur un cadre d'ici. Le chef de l'État a exaucé nos souhaits. À celui qui a su si bien dynamiser le théâtre national, il a confié la tâche délicate de la direction générale de ce ministère. C'est donc avec joie que nous accueillons un fils du secteur. Je nomme M. Yves Pinel. Nous l'installons donc officiellement de ses fonctions ce matin. De l'unique institution théâtrale publique, je viens aujourd'hui avec vous avec un bilan de 6 ans de gestion. Et 6 ans, ce n'est pas 6 jours. Merci en effet au président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. Merci au Premier ministre, M. Jean-Henri Séan. Merci au ministre de la Culture et de la Communication, M. Jean-Michel Lapin, ici présent. Merci d'avoir fait choix de moi comme directeur général de ce ministère, qui a la responsabilité de la politique culturelle de l'État et qui a une mission sacro-sainte au niveau de la prise en charge tant de nos artistes, de nos opérateurs culturels, que du secteur culturel haïtien en général. Que ce secteur évolue sur notre territoire, il évolue en terre étrangère. Ce ministère pour lequel j'ai été choisi au titre du directeur général devra donc se doter d'une bonne base institutionnelle afin de pouvoir jouer valablement son rôle. L'importance de la culture a été relatée par l'académicien et homme d'État Léopold Sédar Senghor. En ces thèmes, la culture est le point de départ et le point d'arrivée de tout développement économique d'un pays. Le Japon l'a compris dans son développement économique. Ainsi, il a toujours mis l'accent sur la culture. La Chine, qui connaît aujourd'hui un véritable essor, n'a jamais négligé sa culture. C'est sans parler de la France et du Canada, où la culture en particulier, depuis les 60 dernières années, est traitée comme un secteur à part entière, un secteur hautement socio-professionnel qui joue un rôle économique majeur dans ces pays. C'est un colloque que nous organisons dans le moment Journée internationale du pharmacien. Donc, colloque là, il y a pour thème, donc j'en suis dit là, c'est mon pharmacien, mon bouclier, mon conseiller. Donc, pharmacien, il joue un rôle de bouclier, qui genre. Donc, nous connaissons que à travers le monde, nous avons un problème de médicaments contrefaits. Donc, maintenant, c'est un problème mondial. Donc, l'OMS montre qu'à travers le monde, sur chaque 10 médicaments, il y a un risque pour nous gagner un médicament qui est contrefait. Donc maintenant, dans un pays qui est sous-développé, tant qu'Haïti, risque d'aller un peu plus loin, nous avons 3, 4, 5, jusqu'à 7 médicaments sur 10 qui contrefaits. Donc, c'est-à-dire que si je dis alors lever ou acheter un médicament, sous 100 médicaments qu'on va acheter, il y a un risque pour joindre
environ 30%, 40% là qui c'est faux. Donc maintenant, le problème faux médicaments c'est un problème mondial, donc je me suis dit là. Donc maintenant, le pharmacien lui-même, il a une aptitude pour être capable d'identifier le fait que tout la manier médicaments pour identifier ça qu'il faut, pour être capable de protéger les patients. Donc d'où le rôle de bouclier. Le rôle de conseiller maintenant, dans le traitement, non seulement le pharmacien il conseille les patients, mais il conseille tous les autres professionnels de santé, tout qui ont rapport avec les médicaments. Donc maintenant, pharmacien toujours a travaillé de concert avec médecin pour être capable d'optimiser le traitement patient à recevoir. Donc d'où son rôle de conseiller auprès du médecin. Donc auprès du patient, il est pour le conseiller le patient dans le traitement qu'il a fait, pour lui dire que mais qui j'en pour faire le traitement, mais qui j'en capable de prendre, essayer d'adapter le traitement par rapport à mode de vie patient, d'où le rôle de conseiller du pharmacien. Donc pendant que ça, c'est à partir de constat que nous faisons dans ce secteur par rapport avec les médicaments qu'on prend dans la pharmacie ou dans la rue. Bon, et en fait, dans 4 journées internationales, là, il est toujours bon que nous fassions un colloque pour nous réfléchir sur journée, sur l'avenir profession. Mais maintenant, étant donné que le problème, ça, c'est un problème réel, effectivement, donc la vente illicite de médicaments dans le bus, médicaments dans la rue, médicaments de tous côtés, qui ne pas respecter les normes, même la loi haïtienne punit ça. Donc maintenant, mais malheureusement, tu peux aller au niveau du ministère, même devant le ministère, il y a des gens qui vendent des médicaments. Donc maintenant, le protège ministère doit passer, donc en réalité, que le pas ça. Mais la loi, malgré que son loi qui désuète, mais lui-même, il dit qu'il n'est pas d'accord pour ça. Fait, seul monde qui a le droit pour manipuler les médicaments, c'est le monde qui a connaissance pour ça. Mais la loi n'est pas appliquée bon ici. Donc tout le monde est exposé. Qui risque automédication? Automédication, c'est là où décidez vous prendre un médicament de votre propre chef. Mais au cas où automédication assistée, automédication assistée, c'est que vous capable un médecin, un pharmacien, un infirmière qui accompagne, qui aide à faire médicament. Mais le fait que c'est vous-même qui prend un médicament pour corps, si c'est vous qui décidez de prendre, nous dire, bon, voisin a un problème, il a utilisé ça, bon, il va utiliser le tout. Donc le risque, c'est que le médicament ne doit pas adapter à un problème réel pour là, parce que le réel pour là, pas qu'on est réellement. À part des faux médicaments qui prennent dans votre livre, ou bien des médicaments contrefaits qui sont marchés, les pharmacies illégales également. Malheureusement, ça ne devrait pas avoir lieu pour que nos pays où une pharmacie légale, pharmacie illégale. Donc si nous avons une situation d'urgence, il y a besoin de courir à nos pharmacies pour identifier ça qui est légal, ça qui n'est pas légal. D'où ça c'est mission de l'État pour l'assurer que toute pharmacie qui a fonctionné c'est une pharmacie qui est légale. Donc là dit pharmacie, pas besoin de mettre légal ou illégal d'elle. Donc le fait que nous une pharmacie légale et illégale, ça montre nous que nous un dysfonctionnement. Quelle relation tu as développée entre médecin et pharmacien puisque c'est médecin par prescription, pharmacien se vend seulement le médicament. Bon, ça c'est une approche superficielle, je vais vous expliquer. Donc maintenant, il y a plusieurs niveaux que pharmaciens collaborent avec médecins. Dans l'hôpital par exemple. Donc, par exemple, moi-même, je fais une formation en pharmacie clinique. Pharmacie clinique, ça permet de travailler dans le dossier patient, garder les médicaments patients à recevoir. Est-ce que médicaments sont appropriés? Est-ce que deux médicaments sont capables de prendre ensemble? Est-ce que pas un meilleur traitement que tu as marché? Donc, dans la discussion pharmacien fait avec médecin, on fait changer le traitement, fait mettons le médicament plutôt, etc. Ensuite, la discussion pour faire un traitement optimisé. Donc, l'heure qu'on a une pharmacie sur place, une pharmacie communautaire, l'homme vient avec prescription. Si le pharmacien détecte un problème dans la prescription, les médecins discutent ensemble avec lui, éventuellement faire changer la prescription. Okay? D'où la collaboration. Tout ceci, c'est dans l'intérêt du bien-être du patient. Non, vous n'intervenez pas pour le présent moment. Conseil de l'agence, vous suivez. Oui, je ne retrouve pas chez cette personne la sérénité qui devrait la caractériser dans la recherche de la justice. Donc, c'est pourquoi je ne vais pas perdre mon temps à l'interroger pour la stigmatiser davantage, parce que tout est dit dans l'acte d'accusation et dans l'ordonnance de renvoi, puisque c'est toujours une parole contre une autre, et au moment opportun, on plaidera le fond de l'affaire comme s'il devait. Ministère public, vous avez la parole pour poser des questions. Bien avant de commencer à interroger la victime, le ministère public tient à faire remarquer que ce n'est pas le procès de la victime. La plaignante n'est pas mise en cause ici. C'est l'accusé Wilson Fontaine. Donc il faut éviter de psychanalyser le comportement de la victime. Ce sont des recommandations qui lui ont été faites. Pas de colloque entre vous. Il faut toujours vous adresser au tribunal. C'est le tribunal et le tribunal seul qui accorde la parole. Ben, il faut respecter la victime également, magistrat. Oui. Maintenant, vous posez vos questions. Comment est?
Oh. Et la fiction. Moi là, mando qui j'en ai. Désolé. Pardon? Moi, je me sens désolé. Ok. Est-ce que c'est la première fois accusé de violer? Jour 15 mai ça. Bon, il y a 2 fois magistrat, il confirme ça déjà malgré que je ne pas voulu, mais fois-ci là lui-même, il agit plus mal. Pour qu'il ne soit pas de gens saisi l'autorité judiciaire? J'ai peur pour ne pas tuer. Parce que ni maman ni papa me dit la tuer depuis me porter plainte pour lui. Donc c'est pas la première fois que il est menacé? Non, c'est pas la première fois qu'il est menacé. Une demande d'acte magistrat. À la question posée par le ministère public à la plaignante. Je suis venue ici non seulement pour défendre Manouchka, mais aussi pour défendre une autre Malimi, une autre méprisée, la morale. Honorable magistrat, comme vous l'aviez entendu, le ministère public a relaté dans son acte d'accusation la nature du crime qui forme la base de son accusation. Il s'agit sans conteste d'un viol. Il a désigné l'accusé, en l'occurrence le sieur Wilson Fontaine. Il a mentionné les faits, les circonstances du crime, le temps et le lieu où le crime de viol a été perpétré, les preuves et indices à la charge de l'accusé ici présent. Genre, pour une première fois de notre côté, du côté masculin. J'ai été convaincu parce que le ministère public lui-même, dans son acte d'accusation, le juge d'instruction également, qui a eu tout le loisir de cuisiner mon client, ont tous reconnu scripta que les déclarations étaient contraires. Soit cela arrive souvent. Par contre, nous avons recherché dans le dossier ce que nous avons appris, qui est l'application de la théorie de la preuve. Maintenant, on a voulu inverser en disant « Oui, M. Fontaine n'a rien dit pour sa défense face à ceci, à ceci, à cela, à des éléments du dossier qui sont soupçonneux et douteux. » Le ministère public entendu dans son réquisitoire et les parties dans leur plaidoirie, le tribunal déclare coupable Wilson Fontaine des infractions de voies de fait, de coups et de blessures, de viol sur sa femme née Manouchka Pierre, et qu'en vertu du principe de non-cumul de la peine, seule la peine prévue pour l'infraction de viol sera prononcée. Et tenant compte de certaines circonstances d'atténuation de la peine, le condamne à 5 ans de travaux forcés, à 5 ans de réclusion, en application des articles combinés de l'article 2 du décret du 6 juillet 2005, modifiant le régime des agressions sexuelles et éliminant les formes de discrimination à l'égard des femmes, de l'article 32 du Code pénal et de l'article 20 du Code pénal. Comme le requiert la loi, le tribunal va donner lecture des articles mentionnés dans la décision. Article 278 du Code pénal, modifié par le décret du 6 juillet 2005. Quiconque aura commis un crime de viol ou sera coupable de toute agression sexuelle consommée ou tentée avec violence
menace, surprise ou pression psychologique contre la personne de l'un ou l'autre sexe sera puni de la peine des travaux forcés. Article 382 concernant la manière de réduire la peine en cas de circonstances atténuantes. Si la peine est celle des travaux forcés à temps, le tribunal appliquera celle de la réclusion ou du bannissement. Article 20. La durée de la réclusion sera au moins de 3 ans et de 9 ans au plus. Donc, en conséquence, le tribunal condamne l'accusé à 5 ans de travaux forts, à 5 ans de réclusion. En outre, le tribunal condamne l'accusé à verser à Madame Manouchka Fontaine-Népierre la somme de 2 millions de goudes de dommages-intérêts pour préjudices moraux et matériels soufferts au terme des articles 1168 et 1169 du Code civil et à 50 000 gouttes d'amende au profit de l'État haïtien selon les dispositions de l'article 300 du Code d'instruction criminelle. Accusé, mettez-vous debout. Donc, accusé, tribunal là, t'étendez cause là. Tribunal là, il était interrogé madame ou, il a interrogé aux médecins qui sont témoins. Tribunal là interrogé autour. Et le tribunal là finit d'examiner ensemble d'éléments que vous soumettez à appréciation. Le tribunal a tenu compte de défense qu'on fait. Et le tribunal là, il décide de condamner à 5 ans de... Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h de l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier.